Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 19 mai 2026. Allez, on se remet au travail, on est sérieux au passage, 19 mai, joyeux anniversaire à mon pote Quentin, je sais pas s'il regarde la vidéo en même temps, il s'intéresse pas aux crypto, mais voilà, je jette une bouteille à la mer. Donc c'est fini les amis, on revient en mode sérieux, les week-ends de 3 jours, de 4 jours, à être feignants, à partir en week-end prolongé au mois de mai, c'est fini, enfin peut-être qu'il en reste un, mais je sais pas si ça compte le lundi 25 mai, ça dépend des entreprises. Moi, je reviens du sud-ouest. D'ailleurs, je suis passé à Saint-Émilion. J'ai en visuel là mes superbes bouteilles de crément du Château Gallo que je vous conseille. J'ai A2L, AUD ou HAUD, bon, peu importe. J'ai fait de la dégustation et moi, je vous le dis tout de suite, quand je vais en cave faire de la dégustation, alors là, ce fut à Saint-Émilion, donc c'est à l'est, au nord-est du Bordelais, mais j'ai aussi fait des dégustations en Champagne, donc à Reims, mais aussi à Épernay par exemple. Eh bien, par exemple, est-ce que vous avez fait la cave Moët-et-Chandon? On descend, on visite les caves en petit train. Bon, voilà, en général, nous pouvons déguster un verre, deux verres, trois verres en champagne, ce sont des coupes. Là, je suis à Saint-Émilion. Belle découverte d'ailleurs pour moi, je vous conseille franchement Saint-Émilion. Il y a le côté Moyen-Âge, il y a les fortifications qui sont là, la ville elle est propre, c'est incroyable. Elle est propre, incroyable. Il y a des toilettes partout publiques d'ailleurs, comme les gens boivent du vin pour pas qu'ils fassent n'importe quoi à l'extérieur. Bref, en tout cas, donc là j'ai un visuel, mes bouteilles de crémant, elles sont magnifiques. J'en ai ramené quelques-unes, mais il faut boire avec modération. Du lundi au jeudi, moi je ne bois pas. Mais là, comme c'est très bon, ça ne se vaut pas dans le commerce, il faut savoir se faire plaisir. Et donc, voilà, donc pour moi, les week-ends de 3-4 jours, it's over. Maintenant, on s'y remet. Et nous nous y remettons à un moment qui est hyper intéressant pour Bitcoin. Parce que ce dernier, donc, a fait quand même un rebond de 35%. 35%, vous prenez le plus bas à 60 000 dollars de début février et le plus haut à 82 500 dollars de la semaine dernière. Échec au dollar près. Échec au pip près. Pip, c'est une unité de mesure sur le marché d'échange FX. Moi, je viens du FX. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur le FX. Le FX, le Forex. Donc, je parle encore comme ça. Mais là, échec au dollar près au contact de la moyenne mobile à 200 jours. Et donc se pose la question de savoir, alors vous savez que d'un point de vue du timing, on n'est pas dans la période idéale pour finir le bear, mais on a fait une grosse partie du chemin, c'est en vue les poteaux. Hein. Alors s'il doit rester dans l'hypothèse d'un bear market toujours actif, ce que nous dit le cycle de 4 ans, d'ailleurs, tant que le marché se trouve sous sa moyenne mobile à 200 jours, je vais vous montrer le chart, mais vous le savez, rejet au dollar près. Bon. Donc, il y a forcément, vous savez, moi je ne crois pas aux 30 et 40K. Je me dis que si le bear n'est pas terminé, on peut aller retest la zone des 60-70. Pourquoi pas un scénario de double bottom sur 60 000? Bon, alors, si le bear est fini depuis début février, qu'on est en cycle étendu, bah, il faut le démontrer, il faut dépasser les résistances, il faut être capable de faire quelque chose, il faut dépasser la moyenne mobile à 200 jours. Ce n'est pas le cas, en tout cas pas quand j'enregistre cette vidéo. Donc oui, il faut reposer tout ça, où on est Bitcoin dans son cycle, où on est Bitcoin d'un point de vue technique, et les fondamentaux, la Fed, Kevin Warsh est le patron, mais Powell y est, donc il y a une direction, il n'y a qu'une seule direction, mais il y a deux grandes personnalités à la tête de la Fed. Les anticipations d'inflation s'envolent. Bientôt, le CPI sera à 3-4%. Le marché anticipe des hausses de taux. Et bon, on va voir si Kevin Warsh passe une hausse de taux ou pas. Bon, mais tout ça peut aller très vite. Le pétrole, la finance traditionnelle, Hormuz fermé, pas vraiment fermé. Enfin, ce qui est fermé, bon, quelques bateaux à destination de l'Asie passent, mais ce qu'on appelle un détroit d'Hormuz ouvert, c'est lorsque tout l'outil industriel autour du golfe Persique se sera mis en route, c'est lorsque les marins reprendront leur boulot, qu'ils n'auront pas peur de se manger un drone, non, parce que là, les bateaux qui passent, c'est ceux qui étaient enfermés, hein. C'est pas le flux entrant d'avant. Voilà. La Fed, la macro US, les taux, les anticipations d'inflation, il y a la macro, la micro, enfin, il y a tous les fondamentaux un peu dans tous les sens. Mais là, forcément, prenez le prix du pétrole. Rappelez-vous la cartographie technique que je vous ai proposée 1000 fois depuis les opérations militaires du 28 février. Alors, au passage, qui sont en pause depuis le 8 avril parce qu'il y a un cessez-le-feu, mais bon, on s'envoie quand même de temps en temps quelques petits missiles, quelques petits drones. Donc, eh bien, il n'y a pas d'apaisement technique. Voilà. Voilà, mais au final, tout ça reste hyper bien construit. C'est très bien. Plus Bitcoin prend son temps, voilà, moi je vois une grosse zone d'accumulation là. Ce qu'on fait autour des 60, 70, bon, on a fait 82,5, mais vous savez, si on retourne retester 60K d'ici août prochain, c'est The Opportunity. Oui, The Opportunity, Clarity Act est passé vote en commission bancaire du Sénat US. Clarity Act, je vous ai dit plusieurs fois, c'est pas l'assurance d'une fin de bear market précoce. Par contre, c'est le socle du grand bull market qui nous attend en 2027-2028. Donc cette année, c'est l'année du bottom. Ça, c'est ma certitude.
c'est l'année du bottom. Est-ce que j'ai d'autres certitudes? Oui, j'en ai plein, comme tout le monde. Mais en même temps, je suis un être de nuances. Et il faut douter de tout et douter de soi-même. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il faut faire pour bien avancer. Douter de soi. Bah, vous en connaissez dans votre entourage, les gens qui doutent de rien? Pensez que c'est vraiment des gens... Est-ce que vous aimez être en compagnie de gens qui doutent de rien? Parmi vos amis, vos proches, vous en connaissez forcément. Quelqu'un qui doute jamais de rien, il a toujours raison. C'est usant, c'est ultra fatigant. Peut-être pas pour lui, mais en tout cas pour les gens qui l'entourent. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de choses. Eh bien, nous commencerons par une partie technique sur la finance traditionnelle. Je fais comme si j'étais presbyte, mais c'est pas vrai, en plus je le lis très bien. Donc, finance traditionnelle, voilà, une grosse partie Bitcoin technique cyclique. Aussi, je parle des alts, les alts de manière générale, BNB, ETH, Solana. Au passage, vous avez la section commentaires dans laquelle vous pouvez laisser un nom d'alt qui vous vient à l'esprit. Là, j'ai regardé la dernière vidéo, bah, il n'y en a pas. Donc, j'en parle. Si vous en laissez en particulier, je traite. Si vous en laissez pas, je traite pas. Bienvenue, nouvelle édition du CTB. Allez go, c'est parti. Finance traditionnelle, alerte rouge sur les taux d'intérêt, anticipation d'inflation. Et oui, fondamentalement, j'aimerais pouvoir vous vendre du rêve. C'est pas le cas en raison de la hausse du prix de l'énergie, de la situation au Moyen-Orient. Mais tout ça finira par s'apaiser. Mais là, forcément, il va falloir passer le cap un peu difficile. Donc, oui, effectivement, eh bien, plus ça dure, plus la pression se fait sentir. Et ça, nous ne pouvons pas y échapper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'apaisement technique en bourse sur le prix du pétrole, parce qu'il n'y a pas de reprise du trafic maritime, vous le savez, à travers le détroit d'Ormuz, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, même si certains bateaux passent, tant qu'il n'y a pas reprise de la machine industrielle autour du Golfe de manière sereine, et cet outil industriel est à l'arrêt, tant que les marins ne reviennent pas sur leurs bateaux, tant que les bateaux ne sont pas assurés, bref, quand tout ce flux logistique, tant que ce flux logistique ne se remet pas en place, eh bien, il y a un décalage entre l'offre et la demande d'énergie, l'offre ne pouvant plus s'aligner sur la demande, ce qui se traduit par une augmentation des prix. Et donc, oui, l'inflation US nominale de 4 en février, 3,3 en mars, 3,8 en avril, on a l'impression de se retaper le schéma du choc inflationniste du Covid, même si c'est très différent, 3,8 en nominal, et les anticipations d'inflation, c'est même un joli 4,18 pour la prochaine mise à jour. Alors si vous voulez, à 4%, Kevin Warsh ou pas à la tête de la Fed, il ne peut pas baisser les taux, en réalité, si vous voulez, face à une inflation nominale comme ça qui s'envole. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'inflation sous-jacente, elle reste complètement sous contrôle. Parce que heureusement qu'il y a des pressions des inflationnistes, il y a d'autres compartiments du calcul de l'inflation. Mais là, on ne peut pas échapper à l'impact du prix de l'énergie, et puis l'impact que ça a aussi sur le prix de certains biens industriels, de certains biens de consommation. Le temps joue contre nous, et même Kevin Warsh, qui maintenant dirige la Fed, eh bien, il ne peut tout simplement pas baisser les taux parce que la crédibilité de la Fed serait ramenée à zéro, puisque l'objectif d'une banque centrale est avant tout de contrôler l'inflation, le régime des prix, la cible de 2%. Si vous baissez les taux quand l'inflation s'envole à 4%, le marché considère que la banque centrale ne remplit plus son rôle et le marché s'effondre. Donc ce serait encore pire de les baisser. Bon, voilà. Alors, par contre, quand la situation géopolitique s'apaisera, que le prix de l'énergie commencera à baisser et qu'on pourra faire des projections de reprise de la désinflation, parce que derrière, il y a des forces désinflationnistes qui sont très fortes à côté du prix de l'énergie, là, ce sera crédible de leur baisser d'ici la fin de l'année, ce sera sûrement possible, probablement pas en juin. Alors, Jérôme Powell et Warsh restent tous les deux au FOMC, vous le savez, je vous en ai parlé la semaine dernière. Jérôme Powell finira par partir, mais finalement, vous savez, ça rassure le marché. Le fait que Jérôme Powell soit resté au FOMC, il y a une forme de continuité. Le marché se dit, bon, voilà, c'est pas open bar pour ceux qui ont été amenés par Donald Trump. Il y a une forme encore de cohérence, d'équilibre. Pour le moment, ça rassure le marché. Rassurez-vous, d'ici la fin de l'année, le contrôle de la Fed sera total par l'administration Trump. Les choses doivent se faire step by step. Donc oui, eh bien tout ça fait que c'est chaud sur les taux d'intérêt. C'est très très chaud sur les taux d'intérêt. Regardez ça, le 10 ans américain qui est en train de s'envoler. Le 30 ans US, le 30 ans US, lui, il est quasiment revenu à 5%. Le 30 ans US est presque revenu à 5%. Et là, ça devient chaud. Alors je vous rappelle que les taux obligataires de l'État permettent de calculer, enfin, c'est à partir des taux obligataires de l'État que dérivent les taux obligataires des entreprises, et puis donc derrière le coût du capital. Voilà, je vous montre le 30 ans américain. Le 30 ans américain,
Il repart pleine balle en hausse et il approche du sommet de 2023. Alors, ça rappelle vraiment la lutte contre l'inflation post-Covid. Et si on dépasse ça, voilà, grosso modo, le réseau des moyennes et grandes entreprises s'accorde à dire que au-dessus de 5%, eh bien, un certain nombre d'entreprises vont se retrouver en difficulté. Et donc voilà, c'est ce qui met la pression sur le marché à court terme. Je vous montre le 2 ans américain. Je vous rappelle que le 2 ans américain est le taux obligataire du marché qui anticipe le mieux l'action à venir du cycle des taux d'intérêt de la Fed. Le taux de la Fed est actuellement à 3,75. Le taux du marché à 2 ans est à 4,07. En l'état, explicitement, ça veut dire que le marché anticipe des hausses de taux. Alors, franchement, je vois mal la Fed de Keyworth passer une hausse de taux, mais probablement un statu quo qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année. Après, dans le FOMC, il y a 12 membres votants. Nous en avons parlé la semaine dernière, vous pouvez reprendre la vidéo. Et s'il y a 7 voix pour une hausse de taux, la hausse de taux, elle passe, même si Kevin Warsh y est opposé. Voilà, mais bon, voilà. Je reprenais la vidéo de la semaine dernière, je vous ai vraiment expliqué le fonctionnement du FOMC pour bien comprendre. Donc là, ça met la pression à court terme sur le marché. Donc du côté de la finance traditionnelle, c'est pas exceptionnel. Bon, l'inflation en temps réel, elle est remontée, on a compris. Là, vous avez les taux des entreprises, le high yield, les AA, les entreprises notées triple A et triple B. Effectivement, il y a donc une. Alors, déjà, les taux étaient globalement flat à un niveau élevé. Ça repart légèrement en hausse, donc il commence à y avoir une contagion. Donc là, plus ça dure, plus la pression sera forte. Si je ne vais pas dire par miracle, mais bon, si par un heureux hasard, ou peut-être simplement par intelligence respective, il y a un accord entre l'Iran et les États-Unis, et que le trafic reprend, tout ça va se normaliser avec le temps. Dans tous les cas, le temps est venu de la correction à court terme. Voilà, je vous montre le S&P 500 en données journalières. Alors déjà, le S&P 500, simplement, vous avez ici la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire. Vous vous rappelez de la correction donc de février-mars. La reprise complètement incroyable permise par la tech avec un nouveau record historique. Le marché est globalement suracheté sur tous les horizons de temps. Et en journalier, les signaux techniques de correction sont là. Le RSI des LIP sort par le bas de la zone de surachat. En Ishimoku, le marché, la Tenkan, le marché casse la Tenkan, on a un petit bearish engulfing. Voilà, on a des signaux classiques de retracement, c'est qu'un retracement, vous savez, lorsque le S&P 500 va revenir ici, sauf choc exceptionnel, ça va repayer la tech. Rappelez-vous, les stars de la tech, les semi-conducteurs, les Nvidia, les SKNX, les Micron, etc., tout le secteur des semi-conducteurs, ici, ça va repayer. Donc, si vous n'avez pas fait le plein ici, vous pourrez faire le plein ici. Dans tous les cas, là, time is force de correction. Et puis, voilà, je vous remonte le pétrole. Le pétrole, vous connaissez maintenant sa cartographie technique. Ça, c'est celle que je vous propose depuis maintenant 3 mois, hein, enfin, depuis fin février. Et je suis content parce que tous les seuils sont bien respectés. Et vous voyez que nous ne sommes même pas revenus dans la zone d'alerte rouge technique. Tant que nous sommes au-dessus de 92-94 dollars sur le pétrole US, nous sommes en zone de choc inflationniste. Et je vous ai montré la réalité de l'inflation et des anticipations, donc ça se confirme. Voilà. Le jour où, moi, vous savez, le jour où vous avez une cassure weekly des 92-94, je vous montre en daily, regardez en daily. En daily, vous avez donc, vous retrouvez ici le niveau des 92-94. 92-94, voilà, c'est cette zone-là, c'est cette zone de pivot là. Voilà, elle est là. Et regardez, vous avez la moyenne mobile à 50 jours et vous avez aussi le système Ishimoku. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de tout ça, vous voyez tous les supports. Bah, il n'y a, a pas de signaux techniques bearish. Mais viendra le moment où ça va casser. Et quand ça casse, moi je sais qu'on reviendra au gap. Et donc là, c'est parti, c'est l'apaisement. On l'a pas. Pour avoir ça, il faut un accord entre les États-Unis et l'Iran. Vous comprenez? Donc, bah voilà, du côté de la finance traditionnelle, ça va être difficile là de trouver des choses. Et puis même à court terme, le marché action a besoin de respirer après être remonté pleine balle. Donc voilà, il faut accepter ça. Et donc oui, Bitcoin, bah, ça coïncide avec la fin du bear market rally. Alors, bear market rally, pas bear market. Sommes-nous encore en bear market? Vous savez que dans le cadre du cycle de 4 ans, dans le cadre du cycle de 4 ans, nous y sommes. Nous y sommes jusqu'à aller septembre, août, la fenêtre août-octobre prochain. Voilà. Bon, s'il n'existe plus, c'est toujours l'hypothèse, s'il n'existe plus, en fait, le bottom a été fait en février, nous n'allons faire que le retracer. Pourquoi pas même un double bottom à 60K. Donc, alors, dans le cadre d'un bear market, on peut faire un double bottom à 60K ou faire encore un nouveau plus bas, le fameux nouveau plus bas que beaucoup attendent autour des 50. Voilà. Dans le cadre d'un bear market terminé en février dernier, donc on aurait eu une première jambe de hausse entre 60 000 et 82 500, et là nous ne ferions que la retracer, c'est-à-dire
revenir tester 68-70 avant de repartir. Et là, du coup, le bear sera fini. Et du coup, on aurait eu le bear le plus court. Voilà. Ça, ce sont les deux hypothèses on the table. Moi, je vous montre le graphique en données mensuelles qui est archi propre. Qui est archi propre où vraiment les situations se répètent. C'est dans ce pâté-là que va se faire la fin du bear. Regardez d'ailleurs la ligne de tendance, l'Ishimoku mensuel, les supports arrivent à, comme par hasard, c'est novembre-décembre 2026. Donc, vous voyez, bah, moi, pour moi, le pire des cas, c'est on revient tester là. Je vois bien, franchement, si vous voulez, beaucoup comparent avec le passé, vous voyez bien que finalement, même si ça ressemble, on a des choses différentes. Par exemple, ici, tout le monde pensait qu'on allait dropper comme ici, on l'a pas fait. Et là, alors, on n'aura pas exactement la même forme. Là, on avait fait effectivement un nouveau plus bas. Moi, je pense que le scénario que j'ai toujours eu en tête, c'est in fine une sorte de double bottom. C'est-à-dire qu'on revient tester là, quand on va être ici, tout le monde va se faire, tout le monde va se dire, ah, ça ressemble à là, il manque un dernier plus bas, et en fait, ça va tenir, parce qu'on a un certain nombre de gros supports mensuels qui arrivent, parce que les indicateurs de momentum ont déjà des signes de bottomisation. Donc, moi, je me dis, worst case scénario, c'est revenir tester cette zone. Alors, pourquoi pas faire un nouveau plus bas, par exemple les 58, 58, 59, et, et là, on va se retrouver vers août-septembre, et là, on aura le vrai bottom, et là, pouf, on repart pour 3 ans de hausse, direction 200 000. Voilà. Parce que Bitcoin a démontré depuis 2 mois qu'en fait, de ce qui se passe. Alors, bien sûr que ça agit, mais il suit son propre cycle. Il suit son propre cycle. Et d'ailleurs, je crois vous avoir vraiment mis en évidence le fait que la moyenne mobile à 200 jours était la frontière entre bear market cyclique et fin du bear market cyclique. Regardez-moi ça au dollar près. J'insiste, je zoome. Regardez, je zoome. Regardez. Allez, quasiment. C'était la bougie du jeudi 14 mai. Au dollar près. Allez, on a fait 82 020, elle était à 82 050. Ok, pareil. Au dollar près, on est venu tester la moyenne mobile à 200 jours. Au dollar près. D'ailleurs, regardez, l'ancien bear market, il avait fait pareil, au dollar près. Sauf qu'attention, nous ne sommes pas là dans le cycle, mais beaucoup plus proche de cette zone-là, d'un point de vue technique, d'un point de vue du momentum, d'un point de vue temporel. Donc, attention, le piège est de croire que nous sommes là et qu'on va se retaper un drop à 20 ou 30 k. Ça, pour moi, ça n'arrivera pas. Ça, c'est le prochain piège. Tous ceux qui vont attendre, parce que à chaque fois, ceux qui jouent la répétition sont pris à revers. Parce qu'ils jouent la répétition, ils sont majoritaires, ils disent qu'on va faire pareil, et finalement, contre-pied, mais regardez, regardez, ici, tout le monde jouait la baisse. Tout le monde jouait la baisse, tout le monde jouait la répétition de ce range. Tout le monde jouait ça, et donc ça ressemble, ça va dropper. Finalement, le marché a monté. Pourquoi? Parce que justement, tout le monde le jouait. Et ça, je vous l'ai montré à plusieurs fois, ça a été le short squeeze. Les positions à levier vendeuses étaient écrasantes, et ben elles se sont fait short squeezer. Et si vous voulez, toute la remontée de Bitcoin ici, entre le 30 mars et le 15 mai, je reprends toute la remontée de Bitcoin entre 65 000 et 82 500, c'est pas rien en pourcentage, tout ça, ce sont des liquidations de positions short. Désormais, tout s'est aligné puisque la moyenne mobile à 200 jours a été rejointe. Au passage, la Kijun Weekly du système Ishimoku a été rejointe. Ça, je vous ai montré que c'était toujours la frontière entre bear et bull d'un point de vue cyclique. En weekly, elle a à nouveau rejeté les cours. Donc le bear market rally est terminé. Et en plus, d'un point de vue du positionnement, cette fois-ci, les positions longues à levier, et oui, ça y est, elles redominent. Je vous le dis, depuis le 10 mai, les positions longues à levier redominent. Et donc là, ça drop. Pourquoi? Parce que les positions longues à levier se font liquider. Voilà, c'est au tour des longs de se faire liquider. Et oui, le marché, c'est beaucoup de chasse au stop, c'est de la manipulation, c'est taper les stops pour avoir de la liquidité et pour que les mains fortes puissent se positionner. Il joue avec les positions à levier. Donc là, moi, si vous voulez, si depuis la mi-mai, j'avais encore vu un max de positions short à levier, je savais qu'on pouvait pousser un peu plus haut. Là, maintenant, là, dans tout ça, ça paye tellement que bah, ça correspond bien à la fin du bear market rally. Alors, voilà, maintenant, on peut jouer au jeu des projections. Les hypothèses sont les suivantes. Vous avez l'hypothèse numéro 1, qui consiste à dire donc que ben, nous sommes donc encore dans ce bear market. D'ailleurs, d'un point de vue temporel, vous savez qu'il doit plutôt se terminer entre août et octobre, tant en nombre de jours, ou en nombre de jours depuis le halving. Rappelez-vous de tous mes points de repère que j'ai mis à jour, je vous les remontre pas là, mais on n'est pas encore au bout du bout. Mais globalement, le bout du bout, c'est entre août et octobre. Les gars, juin arrive, c'est plus très loin. C'est cool, vous avez fait le plus dur. Vous avez fait le plus dur. Le prochain drop, le prochain point bas du Bitcoin,
c'est celui que vous payez. C'est là où on rentre avec confiance. Donc il y a deux hypothèses. L'hypothèse 1, qui est probablement celle qui peut se passer, nous sommes encore en bear, on va aller faire un nouveau plus bas, pour marquer un dernier plus bas en accord avec le cycle temporel. Donc, ce nouveau plus bas, bah, moi j'ai toujours attendu cette trendline. Rappelez-vous tous les modèles on-chain que je vous ai montrés, je vous les remontre pas tous, toutes les approches, la loi de puissance, le CVDD, etc. Bon, grosso modo, tout nous mène vers les 50-55. La ligne de tendance d'ailleurs. Alors déjà, le prix, le coût de production Bitcoin redonne un intervalle entre 58 et 71. Donc là, c'est possible qu'on revienne leur tester une seconde fois et regardez, faire comme ici, faire comme là. Là, on a fait le double bottom dans le prix de production. Moi, je vois bien un truc comme ça. Hop, hop, et comme là, on a fait hop, 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 et on repart pour le nouveau cycle. C'est ce qui va se passer. Donc ça, si vous voulez revenir, les 57, 58, on les a partout. 57, 58, on les a partout. Là, on voit bien donc la ligne de tendance weekly cyclique. Je vous l'ai refoutu ici sur le graphique daily. On voit bien le rejet ultra propre sous la 200, etc. Donc voilà. Si vous voulez un scénario possible, et ce serait vraiment tellement bien parce que ce serait hyper construit, propre d'un point de vue technique et en accord avec tous les modèles. C'est on vient faire ça là. Regardez, on vient faire ça vers juillet-août. Voilà, on vient faire le dernier bottom ici. Et là, je peux vous dire que vous trouverez Vincent Gann à l'achat, parce que je sais que ce sera le dernier bottom. Et là, boum, c'est parti. Toutes mes altes, tout ce que j'ai sélectionné et tout, j'y vais massivement. D'ailleurs, beaucoup d'altes, elles, ont fait déjà leur bottom. Bon. Ça, c'est plus ou moins maintenant ce qu'on est en droit d'attendre. Ça, c'est l'hypothèse, bah, le bear est toujours là, dans ses standards temporels. L'autre hypothèse, c'est que donc le bear est terminé là. Alors, un bear incroyablement court, mais comme je vous l'ai déjà montré, qui correspondrait au bear de 2011 en durée. Mais incroyablement court quand même, trop. Du coup, si c'est le cas, en fait, nous ne faisons que retracer. Retracer, c'est donc retracer cette jambe de hausse. C'est-à-dire bah, revenir tester 70, pourquoi pas un peu plus bas, donc faire un retracement de 50, 61,8 de ça. Donc voilà, prenez Fibo, voilà. Donc voilà, retracer entre 68, allez, 68 et 70K. Donc faire ça, donc 68, 70K, 68, 70K, voilà, bah, c'est le sommet de l'ancien cycle. Donc revenir le tester une seconde fois, prendre appui sur la traîne, voilà, ou donc faire retracer en fait, c'est quasiment un double bottom, on serait pas loin, mais bon, voilà, donc réagir en fait, réagir sur cette zone, et là ensuite repartir. Du coup, le bear sera déjà terminé ici, et là ce serait que la deuxième jambe. Alors le cas le plus bullish, mais franchement j'ai un peu du mal à y croire, mais il faudrait une bonne, pour ça il faudrait vraiment, c'est possible si on a une bonne nouvelle fondamentale géopolitique, c'est de réagir immédiatement sur cette zone-là, les 73-74. 73-74K, vous voyez, en weekly, c'est le record là de mars 2024, ce niveau-là. En fait, réagir là-dessus et repartir direct. Alors là, vraiment, ça veut dire que le RSI weekly franchirait 50. Vous savez, hein, je vous l'ai dit, hein, de toute l'histoire, sans aucune exception, quand le RSI weekly refranchit 50, quand le prix refranchit la Kijun weekly, c'est la fin du bear. Il n'y a aucun doute possible. Là, on a bloqué justement parce que ces deux niveaux ont été testés. Le cas qui serait hyper bullish, mais franchement, là, il faut vraiment être très optimiste, c'est en fait de réagir là-dessus, réagir sur ce support. Regardez, hein, c'est le Kumo Daily du système Ishimoku, et derrière de repartir. Mais franchement, j'ai un peu du mal à y croire. J'ai un peu du mal à y croire. Alors, c'est vrai que c'est en weekly, c'est le range Tenkan Kijun. Bon, oui, le Clarity Act, il y a beaucoup de choses positives qui sont passées. Et donc, le Clarity Act est passé en commission bancaire du Sénat US. Mais pour moi, c'est plutôt la garantie du prochain cycle, pas forcément maintenant. Mais si vous voulez, si on est capable de compresser là-dedans, de tenir ça et vraiment de dépasser la 200, et ça serait complètement dingue. Mais à ce moment-là, ça va être l'acceptation finale de la fin du bear ici. Ça l'acterait définitivement. Moi, à titre personnel, j'ai très très envie qu'on respecte un peu les standards. Du coup, ça nous maintient un cadre temporel du cycle de 4 ans très lisible et qu'on aille faire ce fichu dernier bottom vers les 57-58 autour de l'été pour qu'on ait un truc hyper carré, hyper visible selon ce cycle de 4 ans et que ça reparte tranquille. Et du coup, on se projette ensuite jusqu'en 2029 ici. Voilà. Parce que repartir tout de suite, mais du coup, on aurait moins cette fenêtre de projection temporelle, cette visibilité cyclique. Bon, voilà. Bon, dans tous les cas, là, voilà, à moins d'un miracle géopolitique, quand je vois le SP500, quand je vois le pétrole, quand je vois les taux,
Je me dis que c'est quand même en accord avec au minimum un retest des 70-73. Ensuite, on verra. Donc déjà, minimum retester ça. Après, on verra bien le choix que fait le marché. Retester au moins le coût de production Bitcoin. Là, donc là, c'est toujours une bande, hein. La bande moyenne, ça se situe donc le coût de production moyen entre 60 et 71K. Voilà, là vous avez le Bitcoin ajusté de l'inflation, où voilà, donc bah là c'est au minimum revenir à 85 000 dollars. Donc ça, on voit qu'il y a quand même de la place pour faire ce retracement. On ne peut être que satisfait de l'efficacité à nouveau du M2, puisque le M2, et ça je vous l'ai montré hein, depuis quelques semaines, était en faveur d'un bottom début février et d'un point haut mi-mai. Il a parfaitement capté cette phase de reprise, donc le retour de l'efficacité du M2. Hein. Rappelez-vous, le M2 fonctionne dans les trois quarts du temps. Donc il n'a pas du tout fonctionné entre octobre et février, il refonctionne. Et donc là, il nous dit grosso modo que ça va rester en pause retracement, en retracement jusqu'à 30 mai, 15 juin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ancien bear, hein, vraiment, la dernière partie du bear avait largement fité avec la chute du M2. Là, le M2 ne baisse pas parce qu'il y a de la création monétaire à droite à gauche, parce qu'il y a des politiques monétaires accommodantes et des bilans des banques centrales qui augmentent, et puis parce qu'il y a le dollar qui est faible. C'est vrai que là, le M2 ne baisse pas. Donc, le M2 a plutôt tendance à nous dire, en fait, que là, on va rester allez, sous pression pendant 2 semaines, un mois, avant de repartir. Alors, après, c'est parfaitement compatible avec soit un double bottom, soit un simple retracement avant de repartir. Voilà. Mais c'est pas du tout compatible avec un drop à 30 ou 40K, comme beaucoup l'attendent d'ailleurs. Et pour moi, ce sera ça le piège, si vous voulez. Par contre, on peut tout à fait faire quelque chose entre 50 et 60 d'ici août-septembre. C'est encore long, août-septembre. Vous savez qu'à Bitcoin, les choses vont très vite. Ça va très très vite. Voilà. Voilà. Alors, du côté des alts, moi je regarde, bah, écoutez, du côté des alts, Others. Donc, Others, c'est toutes les alts au-delà du top 10. On est quand même dans une zone. Vous voyez, prenez le graphique mensuel, on est dans cette zone basse. Alors, peut-être qu'on peut retest là aussi parfaitement la trend, mais regardez un peu ce gros support du RSI. Vous savez, les alts, alors pas toutes les alts, mais la plupart quand même d'entre elles, et notamment les acteurs de l'interopérabilité, de la finance décentralisée, mais pas que, sont les grandes gagnantes du Clarity Act. Il y a enfin un cadre légal, et les stablecoins aussi, un cadre légal pour les alts. Les émetteurs vont pouvoir lancer des ETF, il y a beaucoup de choses qui arrivent, les institutions arrivent, les banques peuvent y aller maintenant plus sereinement, etc. etc. Donc pour moi, si vous voulez, le cycle des alts a été manqué sur le précédent cycle parce qu'il n'y avait pas la régulation. Maintenant, il y a la régulation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très favorable. On retrouve la même approche technique que pour Bitcoin. On voit que là, en daily, le marché est soutenu par le Kumo Daily. Bon, pour l'instant, ça tient. Voilà, là, ça ressemble à une sorte de drapeau de continuation, une sorte de canal. Alors, est-ce qu'on sort par le bas ou pas? On verra. Si vous prenez le cours d'Ethereum, ETH, c'est toujours la même. Alors, attendez, parce que là, je ne suis pas sur la bonne. Hop, 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 où est-ce qu'on est? Boum. Regarde, ça, c'est le graphique H4 de Bitcoin au passage. J'ai mon multi-time frame Ishimoku avec les bougies H4. Vous voyez que la Kijun Weekly est ici, on est repassé en dessous. On voit bien le range Tenkan Weekly, Kijun Weekly. Donc on voit bien là que ça se joue. Le point de bascule, c'est quand même 70-73. Repasser en dessous, bah ça y est, on ira faire mon scénario de double bottom. Donc on verra déjà si c'est capable de réagir sur 70-73. Et oui, donc pour ETH, ETH c'est toujours la même. De toute façon, c'est la même chose que BTC. Hein. Voilà. Donc il y a eu un bear market rally qui a échoué sous la 200 semaines. Le marché retrace une partie de ce rebond. Bon, voilà, hein. On voit bien ici une espèce de pattern, une espèce de canal. Tenir cette zone bah, et repartir, on ne fait que retracer ça. Et du coup, on aurait le bottom ici. Après, bon, si ça, c'est à nouveau une structure de continuation qu'on en sort par le bas, la cible, ça peut être les 1500 dollars, l'ancien record. Ça, c'est-à-dire ça space. Hein. C'est pour moi le niveau évident, et probablement celui que beaucoup attendent, le niveau des 1500 dollars, le record du cycle ici en janvier 2018, qui a été
une énorme zone de soutien, mais c'est la même chose que Bitcoin. C'est-à-dire que vous avez l'hypothèse où le bottom a déjà été fait ici, on ne fait que retracer, allez, why not un double bottom et ça repart, ou faire un dernier nouveau plus bas, comme il serait logique de l'attendre au regard du cycle de 4 ans, on verra bien. Dans tous les cas, ça donne une zone de positionnement optimale qui en fait qui est complètement inchangée, qui est la même qu'on connaît depuis des mois et des mois, entre 1500 et 1800. Zone de positionnement optimale entre 1500 dollars et 1800 dollars pour viser 7000, 8000, 9000, 10 000 pour 2028-2029, le prochain cycle, sachant que la blockchain Ethereum, c'est là où sont logés les principaux projets DeFi, et que au sein de toutes les cryptos, la finance décentralisée, c'est ce qu'il y a de plus concret, puisque notamment les activités de prêt d'argent sur la blockchain, et que c'est Ethereum qui en abrite le plus. Donc, ce sera, ETH sera le grand gagnant du prochain cycle. D'ailleurs, ETH BTC est toujours en zone très basse et en zone de préparation, en zone de préparation pour le prochain cycle. ETH BTC est en zone basse. Donc là, ça ne fait que retracer, mais le prochain cycle, d'ici 2028-2029, ça remontera ici. Donc c'est-à-dire que là, je vous donne un trait sur 3 ans. Et donc là, ce que fait ETH BTC, peut-être revenir tester là ou ne faire que retracer. Je pense que ça va être un retracement. Vous voyez, la jambe 1, là on a le canal, on va retracer 58, 68, 78, 6, ça repartira. Bon, ETH, Ethereum, sera le grand bénéficiaire du Clarity Act. Donc, c'est ce qui permettra de faire enfin sauter le verrou des 5000 dollars qui n'a pas sauté sur le cycle précédent. Donc, mais la zone de positionnement optimale est entre 1500 et 1800. Alors après, bon, là, le machin est à 2100. On vise 7-8 000 sur le prochain cycle. C'est à 2100. La zone de positionnement optimale est à 1500, 1008. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Bon, après voilà, comprenez, vous avez les modalités. Vous voyez un peu comment vous pouvez agir ou pas. Le BNB. Alors BNB, moi je me dis toujours, j'ai toujours regardé cette trend est magnifique. Et on pourrait faire un dernier plus bas pour la tester. Enfin, bah non, allez, ce sera un triple bottom. Incroyable. Si on y retourne, regardez. Un point, 2 points. Donc on y retourne, elle est là. À 570, je vois bien le triple bottom. Bah déjà, allons-y. Et le sol, bah écoutez, le sol c'est pareil. Alors, lui il est plus faible. D'ailleurs, le sol est dans le bas de sa pattern là, donc lui c'est donc, effectivement, on peut dire que ça peut être un petit range de continuation. Alors, même topo, hein, retester le plus bas, faire un dernier nouveau plus bas. Bon, le A égale C ici. Alors, je vous ai dit que sur ETH, la zone de positionnement optimale, c'est entre 1500 et 1800. Sur Solana, c'est entre 50 et 70. 50 et 70 pour Solana, 1500 et 1800 pour ETH. Voilà, les amis, merci à toutes et à tous de votre attention. Passez une bonne semaine.